Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du colonel Douglas McGregor, ancien conseiller auprès du secrétaire à la Défense. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Heureux d'être avec vous, Glenn. Nous nous sommes parlé il y a seulement quelques semaines, mais comme c'est souvent le cas de nos jours, le monde semble déjà avoir changé. Je veux parler des attaques contre les moyens de dissuasion nucléaire de la Russie, ces bombardiers nucléaires. C'est évidemment un développement très spectaculaire. Je pensais qu'un bon point de départ serait de vous demander, selon vous, quelles pourraient être les conséquences plus larges de cette attaque? Eh bien, nous savons que le président Trump a parlé au téléphone avec le président Poutine. Et il semble que le président Trump ait indiqué qu'il n'était pas au courant de cette attaque contre les bombardiers Tupolev qui étaient stationnés sur le tarmac ou la piste. Et vous savez, le président Poutine a un choix à faire. Il peut le croire. Auquel cas, il en conclut que le président Trump n'est vraiment pas aux commandes et ne sait pas ce qui se passe. Et ce n'est pas une hypothèse déraisonnable, comme je vais essayer de l'expliquer. D'un autre côté, il pourrait décider que Trump ment. Eh bien, franchement, j'ai bien peur de penser que Trump n'était effectivement pas au courant. Ce n'est pas quelqu'un qui suit les détails de près. Et j'ai récemment appris que depuis son investiture en janvier, il a eu en tout et pour tout 14 briefings des services de renseignement. Et dans certains cas, les présidents reçoivent un briefing des services de renseignement chaque matin, en premier lieu. Dans d'autres cas, au moins 3 fois par semaine. Donc 14 est un chiffre relativement faible. Il n'est donc pas impossible qu'il ait soit minimisé l'importance de cela, soit qu'il n'ait pas compris les implications stratégiques. Cela a très bien pu être le cas. Écoutez, le président Poutine ne veut pas de guerre avec les États-Unis ou l'OTAN. Et si vous regardez l'approche très délibérée, prudente et prévisible qu'il adopte, prévisible dans la mesure où tout est soigneusement planifié, préparé, puis exécuté, je pense qu'il comprend que le président Trump n'était peut-être pas au courant. Donc je pense que c'est pas impossible. Je suis sûr qu'il est aussi déçu parce qu'il comprend quelque chose que le président Trump, de toute évidence, n'a pas compris. Cela a des répercussions sur les accords conclus dans le cadre des négociations sur la limitation des armements stratégiques. Nous laissons nos bombardiers à découvert, tout comme les Russes, et pour les mêmes raisons. Mais cela dit, je ne pense pas que nous ayons à craindre un échange nucléaire ou une guerre imminente. Loin de là. Je pense que nous devons simplement accepter la réalité. Le président Trump n'était pas vraiment impliqué sur cette question en particulier. Ce n'est pas une bonne chose, mais je pense que c'est ce que nous devons supposer. Mais vous pensez toujours que les États-Unis et probablement certains services de renseignement européens étaient impliqués? Je pense que le MI6 est très clairement impliqué, tout comme la CIA et probablement le Mossad. Ces 3 services sont très étroitement liés. Le Mossad est présent en Ukraine depuis le tout début. Zelensky s'est rendu en Israël 10 ou 12 fois avant le déclenchement de la guerre. C'est à mon avis un effort étroitement coordonné. C'est donc un fait. La question n'est pas tant de savoir ce que nous allons faire, mais plutôt ce que les Russes vont faire à ce stade. Qu'en est-il des traités sur les armes, cependant? Parce que hier, j'ai parlé avec le professeur Marandi, il est conseiller auprès de l'équipe nucléaire iranienne, et il a souligné que même leur accord nucléaire serait affecté par cela. S'ils sont trop transparents, ils pourraient se rendre vulnérables à des choses comme l'assassinat de scientifiques nucléaires, des attaques, etc. NACVUS tethingans impotstensliv zarmament entre les atomes et Russie.
Je pense que les Iraniens se sont détournés de nous. Ils reconnaissent que tout ce que nous disons n'est probablement pas fiable. On ne peut tout simplement pas nous faire confiance. Et ils ont fait référence ouvertement à ce qu'ils appellent l'effet Bibi. Vous savez, si nous avions vraiment voulu un accord avec les Iraniens, nous aurions pu l'obtenir il y a très très longtemps. Et chaque fois que nous approchons d'un accord impliquant un certain niveau d'enrichissement d'uranium, il y a l'appel de Netanyahou à Trump, ou si ce n'est pas à Trump, alors certainement à ses sbires à Washington, et il dit « C'est inacceptable. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. » Je pense que Netanyahou veut très clairement une guerre avec l'Iran. Il est très évident que le président Trump ne veut pas de guerre avec l'Iran. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Il n'y a pas de véritable résolution à ce conflit. En ce qui concerne les Russes, je ne pense pas que le président Trump comprenne vraiment les implications stratégiques potentielles. Je crois que le président Trump cherche depuis un certain temps un moyen de se désengager de l'Ukraine, et je pense qu'il le fera probablement. C'est simplement tragique qu'il ne l'ait pas fait immédiatement dès son élection. Au lieu de cela, il a fait ces déclarations ridicules selon lesquelles il pourrait mettre fin à tout cela avec un simple coup de téléphone. Il n'a jamais compris la complexité du conflit. Il n'en a pas saisi les racines ni la portée plus large. Je ne pense pas qu'il ait compris ce que les gens à Washington essayaient de faire depuis le tout début. Des gens comme Graham, Blumenthal, Schumer, Mitchell et d'autres. Ils étaient engagés dans une guerre contre la Russie. Et bien sûr, c'est quelque chose que le président Trump n'a jamais voulu. Je ne pense pas qu'il le veuille aujourd'hui. Il ne l'a certainement jamais voulu par le passé. Le problème, c'est que le président Trump veut être le président anti-guerre. La question, c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Et il n'est pas vraiment aux commandes. Il n'a qu'un contrôle partiel. Et encore une fois, quand on met la pression sur le président Trump, il a la mauvaise habitude de reculer. J'en ai été témoin. Il voulait quitter l'Afghanistan en juillet 2017. Il a convoqué tous les hauts responsables militaires, actifs et retraités, ainsi qu'un certain nombre de conseillers politiques et de membres de son cabinet. Dans la pièce, il y avait peut-être 12 à 14 personnes différentes. Il a fait le tour de la table en demandant « Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous » Et il voulait partir. Et sur les 14, il n'y avait que 2 personnes, Steve Bannon et Peter Navarro, qui ont dit « Partez. C'est le bon moment pour partir. » Ça n'ira jamais mieux. Ça ne va pas s'améliorer. Nous devons partir. Tout le monde disait « Oh non, 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 il faut rester. » Qu'a-t-il fait? Il a cédé. Il a cédé. Et c'est ça le problème avec le président Trump. S'il se retrouve face à ce qu'il perçoit comme une résistance politique significative, alors il recule. C'est le grand danger. Et c'est ce qui m'inquiète le plus chaque jour. C'est ce qui pourrait nous entraîner dans une guerre au Moyen-Orient. Cela pourrait nous impliquer davantage en Ukraine, d'une manière que nous ne voulons même pas envisager, et qui nous placerait dans une situation de confrontation avec la Russie. Et puis, bien sûr, il y a la connexion chinoise et pratiquement tous les autres pays du monde qui s'opposent à ce que font les Israéliens. Vous savez, ce sont des réalités auxquelles nous devons faire face chaque jour à Washington. Les frappes contre ces bombardiers nucléaires. Il semble que l'ambiance ait un peu changé à Moscou. Dans quelle mesure pensez-vous que cela va modifier les tactiques russes sur le champ de bataille? Il semble en effet que la retenue soit désormais difficile, non seulement à cause de la pression d'autres responsables politiques russes et de l'opinion publique, qui exigent une réaction plus énergique, mais aussi en raison du sentiment, je suppose, de devoir rétablir leur capacité de dissuasion. Autrement dit, si quelque chose de ce genre se produisait aux États-Unis, si quelqu'un attaquait leurs forces nucléaires, on penserait
qu'il serait nécessaire de réaffirmer cette dissuasion, d'envoyer un signal indiquant que cela ne se reproduira plus jamais. Mais nous avons constaté certains changements. La Russie frappe désormais assez durement les villes ukrainiennes, avec des drones et des missiles. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une nouvelle tactique ou simplement d'une riposte temporaire, ou voyez-vous des implications plus larges sur la façon dont la Russie pourrait modifier son approche, compte tenu, je suppose, de la colère qui semble désormais l'emporter? Je pense qu'il est important que tout le monde comprenne, surtout à Moscou, que les frappes ne permettront pas à la Russie de gagner la guerre en Ukraine. J'ai examiné la liste des cibles. Toutes les cibles qu'ils ont choisi d'attaquer étaient légitimes. Elles ont toutes causé de graves dégâts et auront un impact militaire sur la capacité des Ukrainiens à faire quoi que ce soit. Mais cela ne mettra pas fin à la guerre. Maintenant, sur le plan du champ de bataille, la guerre est terminée. Les Russes ont gagné. Mais stratégiquement, la guerre continue et continuera tant que Zelensky sera à Kiev avec son petit cercle rapproché et qu'ils feront semblant d'être un gouvernement fonctionnel avec de vraies institutions et de vraies forces armées. Et ils continueront à le faire tant que nous, à Washington, leur enverrons de l'argent et du matériel militaire. Alors la question est, que comptez-vous faire à ce sujet, président Poutine? Allez-vous simplement lancer encore plus de roquettes et de missiles sur les Ukrainiens? Cela ne changera pas grand-chose. Vous voulez la fin de la guerre. Je veux la fin de la guerre. Le président Trump avait toujours une solution pour mettre fin à la guerre, c'est-à-dire couper immédiatement l'aide militaire, retirer tout le personnel américain, civil, militaire, renseignement, peu importe, les faire tous sortir d'Ukraine. Arrêter l'envoi d'équipements ainsi que d'argent à l'Ukraine. À ce moment-là, le gouvernement ukrainien et ses opérations s'effondrent. Les Européens ne peuvent pas compenser la différence. Et les Européens, peu importe ce que disent des gens comme M. Rutte et d'autres, n'ont aucun appétit pour la guerre. Ils ne sont pas intéressés à se battre pour quoi que ce soit en Ukraine. Ils veulent rester en retrait et se donner des airs de héros défenseurs de ce qu'ils appellent la démocratie, ce qui est en grande partie un non-sens aujourd'hui en Europe occidentale, si l'on considère la censure et les sanctions infligées à ceux qui ont l'audace de ne pas être d'accord avec l'opinion dominante, telle qu'énoncée par le gouvernement. Tout cela n'a aucun sens. Donc la question est, si vous êtes à Moscou, que comptez-vous faire? Je ne pense pas qu'ils aient vraiment le choix. Je pense qu'ils doivent franchir le Dniepr, ils doivent le traverser, ils doivent entrer à Kiev et mettre fin à ce gouvernement à Kiev. Ils doivent traverser et prendre Odessa, car Odessa est la porte d'entrée pour les armes et toutes sortes d'équipements et de technologies à destination de l'Ukraine. Maintenant, ils vont envoyer, à ce que je comprends, Demilsalagius en Moldavie pour protéger le risque en Moldavie. Eh bien, vous savez, si vous allez faire cela, autant prendre Odessa. Ainsi, vous auriez au moins un corridor terrestre vers la Moldavie. Et je pense que c'est faisable. Une fois qu'il sera clair que le gouvernement à Kiev n'existe plus et qu'Odessa est entre les mains des Russes, je pense qu'à ce moment-là, on atteint une situation finale. Il ne resterait alors qu'un État résiduel, l'Ukraine. La question est donc de savoir ce que les Roumains, les Moldaves, les Hongrois, les Slovaques et les Polonais vont vraiment faire à ce sujet, car ce sont eux qui partagent une frontière avec la Russie et l'Ukraine. Je ne sais pas ce que les Lituaniens, les Lettons et les Estoniens vont faire, à part continuer à rester sur la touche et à critiquer et se plaindre comme d'autres pays lilliputiens avec des armées lilliputiennes. C'est tout simplement absurde. Mais je pense que les autres États que j'ai mentionnés ont aussi intérêt à mettre fin à ce conflit. La question est, que font les autres?
les Allemands. Je veux dire, l'Allemagne est dans un état épouvantable. C'est une catastrophe en ce moment. Il y a une coalition au pouvoir là-bas qui n'arrive à se mettre d'accord sur rien. À Paris et à Londres, les dirigeants pourraient tout aussi bien être sur Mars. Il n'y a absolument aucune prise avec la réalité. C'est tout simplement consternant quand j'écoute ce que ces gens disent. Ils jouent avec le feu et ils n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Et ce que cela signifie est très très grave, parce qu'à un moment donné, les Russes vont faire ce que je viens de mentionner. Ils le feront parce qu'ils n'ont pas le choix. Et si cela ne met pas fin à la situation, ils devront en faire davantage. Je crois que c'est un membre de la délégation russe qui a dit « Eh bien, souvenez-vous, nous avons combattu la Suède pendant 21 ans. » Ils l'ont fait, et nous devrions nous en souvenir. Je pense que nous devrions nous intéresser à la paix, pas à davantage de conflits, car cela n'aide certainement pas l'Ukraine. Les principales victimes dans tout cela sont les Ukrainiens, soyons honnêtes. Mais je ne vois actuellement aucun espoir à l'horizon pour un retour à la raison. Peut-être qu'avec de nouveaux gouvernements, un nouveau leadership en Occident, nous pourrions voir quelque chose de positif se produire. Mais pour l'instant, les Russes doivent faire face à la situation telle qu'elle est. Ils doivent se débarrasser de Zelensky et de ce gouvernement horrible qu'il représente. Il y a quelque chose de terriblement irrationnel chez les gouvernements comme chez les médias en ce moment. Si, ici en Europe, vous avancez l'argument que les Ukrainiens subissent d'énormes pertes, bien plus élevées que les Russes, les gens se mettent très vite en colère. Et il faut se demander pourquoi, étant donné qu'il est assez évident que c'est la réalité. Mais la crainte concerne toujours le récit. Si les gens croient que les Ukrainiens subissent de lourdes pertes, ils pourraient ne plus soutenir la guerre. Il est donc très clair qu'il s'agit désormais d'un contrôle du récit. Mais vous avez mentionné la guerre. Si l'on revient à Dunkerque et que l'on examine la situation à l'époque, les Allemands, pour diverses raisons, ont été retenus. Ils ont été empêchés d'entrer dans Dunkerque, ce qui a permis à la force expéditionnaire britannique, privée de tout son équipement, de s'échapper en grande partie, ainsi qu'à un nombre important de soldats français. S'ils avaient simplement envahi Dunkerque à ce moment-là, la guerre aurait pris fin. Churchill aurait perdu un vote de défiance. La Grande-Bretagne aurait demandé la paix. Or, cela ne s'est pas produit. Et donc, ce petit nombre, environ 340 000 personnes, a pu rejoindre l'Angleterre. Ensuite, ils se sont mis à circuler avec de petits brassards portant l'inscription Dunkerque. Et ils étaient accueillis partout comme des héros. Et Churchill était furieux. Il disait « On ne gagne pas les guerres en effectuant des retraits stratégiques et des traites. » Il était furieux. Il a dit « Ça ne marchera pas. » Eh bien, je vois un peu l'Europe occidentale dans le même état d'esprit. Sacrifier plus de 1,5 million de soldats ukrainiens, Dieu sait combien d'autres civils, en plus de réduire l'État-nation ukrainien, si on peut vraiment l'appeler ainsi, si tant est qu'il l'ait jamais été, en poussant des millions de personnes à quitter le pays, ce qui est effectivement arrivé, cela ne sera ni une victoire, ni un succès pour l'Europe. Il y a plus de 3 millions d'Ukrainiens rien qu'en Pologne, et les Polonais en ont assez. Il y a des millions d'Ukrainiens en Allemagne, et les Allemands en ont assez. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une solution. Donc les gouvernements qui insistent pour dire que c'est formidable, que la Russie est en train de perdre, vont avoir un réveil brutal, car tôt ou tard, leur population les chasseront du pouvoir. Et les Russes, s'ils y sont contraints, finiront par avancer jusqu'à la frontière avec la Pologne, ce que personne ne souhaite ni ne désire. Ce n'est certainement pas l'objectif des Russes. Ils ne veulent pas faire cela. Ils ne veulent pas avoir à gérer et à gouverner des Ukrainiens de l'Ouest qui détestent les Russes. Autant abandonner tout de suite, ce serait la misère éternelle.
Ils veulent que ces gens se gouvernent eux-mêmes. Ils ne veulent simplement pas qu'ils soient dans l'OTAN. Ils veulent qu'ils restent neutres. Et ils ne veulent pas qu'ils représentent une menace directe pour la Russie. C'est tout. Nous pourrions organiser cela. Nous, en Occident, pourrions le rendre possible. Mais pour l'instant, personne ne le souhaite. Mais je pense que cela changera avec le temps. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que si Trump avait voulu se débarrasser de Zelensky, il aurait eu une vraie opportunité après ses attaques contre les bombardiers nucléaires. Ou penses-tu qu'il est possible que Washington soit en train de reconsidérer la situation, parce qu'il commence à apparaître davantage comme un handicap à ce stade? Encore une fois, pas l'éliminer, mais disons, l'encourager à s'exiler sur la Côte d'Azur ou à Miami, par exemple. Eh bien, je comprends pourquoi vous pourriez penser cela. Mais cela suppose que le président Trump est aux commandes. Qui contrôle la Central Intelligence Agency? Qui contrôle le flux d'argent et d'aide? En ce moment, ce n'est pas le président Trump. C'est le Congrès. Et j'irais même jusqu'à dire que ce sont des éléments non divulgués au sommet de la Central Intelligence Agency, au sommet d'autres agences de renseignement, le MI6 et le Mossad. Donc vous savez, nous avons tendance à regarder la situation et à supposer que le président Trump est comme un empereur, et que s'il dit « En vérité, je vous le dis, vous ferez ceci », tout le monde marche dans cette direction. Je ne vois pas cela actuellement. Je ne pense pas qu'il le soit. Il devrait être aux commandes, mais je ne suis pas convaincu qu'il le soit. Eh bien, je suppose que c'est une bonne indication, encore une fois, de cette attaque contre les bombardiers nucléaires russes, s'il n'était pas au courant. Oui, il est certain que quelqu'un d'autre tient les rênes. Eh bien, s'il avait eu un briefing et que quelqu'un de la communauté du renseignement qui le briefait lui avait dit « Monsieur, les Ukrainiens prévoient ce qui suit, et il semble qu'ils aient choisi des cibles qui incluent des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires en Sibérie. Et au fait, Monsieur le Président, cela a des conséquences pour nos accords dans le cadre des négociations sur la limitation des armements stratégiques. » Alors je pense qu'il aurait dit « Attendez une minute. Dites-leur de ne pas faire ça. » Mais cela ne s'est pas produit. Il semble donc que cette escalade avec les bombardiers nucléaires ne soit pas la seule. Et les lignes de front, encore une fois, du moins de mon point de vue, semblent s'effondrer. On observe, eh bien, ce n'est pas beaucoup reconnu dans les médias occidentaux, mais à la fois les chaînes Telegram ukrainiennes et les Russes sont plus ou moins d'accord pour dire qu'une catastrophe est en train de se produire. Mais étant donné que les lignes de front s'effondrent, certains pays de l'OTAN ont tendance à répondre par la menace d'une escalade, voire par une escalade réelle. Par exemple, l'attaque contre les forces nucléaires russes, mais aussi maintenant les Allemands qui parlent de frapper la Russie avec des missiles Taurus et d'autres discours irresponsables du même genre. Mais l'OTAN elle-même a été gravement affaiblie au cours des 3 dernières années, tandis que la Russie s'est renforcée. En effet, on constate aujourd'hui qu'une grande partie de ces nouveaux équipements en cours de développement est en réalité envoyée très loin à l'arrière. Pensez-vous donc qu'il soit possible qu'il y ait une véritable guerre directe entre l'OTAN et la Russie? Et pensez-vous que l'OTAN se trompe en supposant qu'elle pourrait gagner une guerre conventionnelle? Car il ne s'agit plus de la Russie d'il y a 3 ans. Et comme je l'ai dit, l'OTAN non plus n'est plus celle d'il y a 3 ans, que ce soit en termes de cohésion interne. Et puis, toutes nos armes ont été envoyées et détruites en Ukraine. Glenn, je pense que l'OTAN n'est qu'une façade vide. Cela fait de nombreuses années que c'est une façade vide.
Il y avait 19 nations lorsque j'ai quitté le quartier général du SHAPE en tant que directeur du Centre des opérations conjointes pour les Balkans. Aujourd'hui, combien y en a-t-il? 32, 33, 34 nations? C'est absurde. C'était déjà comme essayer de faire avancer un troupeau de chats en 1988 et 1989 pour des missions dans les Balkans qui n'impliquaient aucun combat. Si l'on regarde les opérations que nous avons menées dans les Balkans, en particulier la campagne aérienne du Kosovo, la seule façon d'avoir des troupes européennes aux côtés des troupes américaines sur le terrain était d'abord de bombarder les Serbes. Bombarder leurs troupes, bombarder leurs forces, mais surtout bombarder ce qu'ils ne pouvaient pas protéger, leurs infrastructures énergétiques, leurs infrastructures de transport, etc. À ce moment-là, les Russes ont clairement indiqué qu'ils ne pourraient pas soutenir la Serbie pendant l'hiver. L'hiver approchait, rappelez-vous, nous étions en mai ou juin 99, et ils ont dit, l'hiver finira par arriver. Nous n'avons pas le carburant, nous n'avons pas la nourriture. Ainsi, après 68 jours, les Serbes ont accepté de retirer temporairement leurs forces du Kosovo. Ils n'ont pas reconnu la conquête du Kosovo par les forces américaines et alliées comme légitime. Ils ont simplement dit, nous ne pouvons pas rester, ce n'est pas possible. Ils ont donc accepté l'inévitable. Mon point est que j'ai participé à la mise en place de cette force. Je me suis assis avec le commandant suprême adjoint de l'Europe pour organiser ce qu'on a appelé la force pour le Kosovo. Très peu de gens voulaient y aller. Et puis ils ont eu cette discussion. Eh bien, nous ne pouvons nous permettre d'envoyer qu'un bataillon. Est-ce que nous pouvons combiner notre bataillon avec une brigade d'Allemagne, ou une brigade des États-Unis, ou une brigade de Grande-Bretagne? En d'autres termes, tout le monde cherchait à faire quelque chose, au moins symboliquement, mais en réalité, de manière concrète et militairement significative. Rien. Allons. Ne me faites pas rire. La situation aujourd'hui est pire qu'avant. Et maintenant, ils ont vidé leurs arsenaux. Toutes les munitions qu'ils avaient, tout le matériel qu'ils pouvaient envoyer, ils l'ont envoyé. Qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Il n'y a pas d'unité de commandement au sein de l'OTAN. Il y a une seule structure de commandement et de contrôle. Elle est américaine. C'est tout. Les Européens n'ont jamais investi un centime pour eux-mêmes, ce qui signifie que s'ils partent en guerre, ils se retrouvent comme de pauvres cousins de l'armée américaine. Eh bien, l'armée américaine n'a pas grand-chose à envoyer, Glenn. L'armée aujourd'hui n'est qu'une ombre d'elle-même. Qu'avons-nous? 430 000 personnes. Elles sont déployées de la Corée à l'Allemagne, à travers le Moyen-Orient, certaines parties de l'Afrique et quelques-unes en Amérique latine. C'est ridicule. Nous n'avons rien à envoyer. Donc, l'idée que l'OTAN puisse représenter une réelle menace pour la Russie est une plaisanterie. Qu'ont les Russes? Non seulement ils ont mobilisé le pays, mais ils ont aussi considérablement augmenté le nombre de soldats sous les armes. Ils ont des plans et des mesures en place pour élargir encore davantage cet effectif. Ils disposent d'une base industrielle qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire du matériel militaire. Alors, que comptez-vous faire? Utiliser une arme nucléaire? Eh bien, c'est de la pure folie. Si vous le faites, vous allez vous retrouver avec une ruine fumante qui s'étend du cercle arctique jusqu'au sud du Portugal. Pourquoi? C'est absurde. Tout cela relève du théâtre de l'absurde. Bertolt Brecht ou, vous savez, Dürrenmatt, ou de nombreux auteurs germanophones qui ont écrit d'excellentes pièces sur ce genre de mascarade s'en donneraient à cœur joie face à de telles inepties. Tout cela, c'est du grand n'importe quoi. Il faut que ça cesse, et les gens doivent se réveiller. Le Norvégien moyen, l'Allemand, le Danois, le Néerlandais, le Français doivent se réveiller. Il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Et voici la bonne nouvelle. Les Russes n'ont aucun intérêt à venir en Europe, sauf en tant que touristes ou pour faire des affaires.
Eh bien, c'est comme vous l'avez dit. Cela ressemble effectivement à la situation actuelle. Il semble que moins ils ont de capacité, plus ils se vantent. En d'autres termes, ils font semblant. Mais étant donné cette vision, disons sombre de l'OTAN, quel est alors le rôle actuel de l'OTAN? Quel est son objectif et aussi sa pertinence future après ce fiasco en Ukraine? J'aimerais que vous reveniez en arrière et que d'autres le fassent aussi. J'ai participé à une discussion en janvier 2022 au Center for the National Interest. Dimitri Simes était alors le principal modérateur, mais plusieurs Américains et Européens étaient impliqués. Et j'ai prédit que si cette crise survenait, si les Russes intervenaient et que nous réagissions comme je l'avais anticipé, l'OTAN ne survivrait pas à la crise. Ce n'est pas le cas. C'est une façade fragile. Il n'y a rien derrière. Voilà le problème. Alors, quelle est la mission? Eh bien, la mission a disparu en 1992, lorsqu'il est devenu clair que la structure étatique soviétique, ce que nous appelions le pacte de Varsovie, s'était complètement effondrée. Et la plupart d'entre nous, à l'époque, qui servions sur le terrain là-bas, étions convaincus qu'il fallait vraiment partir. Il n'y avait aucune raison de maintenir cette importante présence militaire américaine en Allemagne. Les Allemands devaient reprendre leur vie, redevenir une nation véritablement souveraine et indépendante. Nous devions rentrer chez nous. Eh bien, nous savons tous ce qui s'est passé. Il a fallu trouver une nouvelle mission pour l'OTAN. C'est le fameux « on est soit hors zone, soit hors service ». Autrement dit, il fallait entraîner les membres de l'OTAN dans des endroits au Moyen-Orient, en Afghanistan ou en Afrique, Dieu sait où encore, ce qui est bien sûr absurde. En d'autres termes, il fallait lui donner un nouveau but pour la maintenir en vie. C'est fini. Nous ne pouvons plus nous le permettre. La plupart des Américains n'en veulent pas. Si j'arrêtais un Américain moyen dans les rues de Kansas City, Missouri, ou de Portland, Oregon, et que je lui demandais « Que pensez-vous de l'OTAN ?» je parie que plus de la moitié répondrait « De quoi parlez-vous ?» C'est ridicule. Les Européens doivent se réveiller. Et le président Trump a déjà essayé, pas toujours de la manière la plus éloquente, mais il a essayé de faire passer ce message. Les Européens doivent être leurs propres premiers intervenants. En d'autres termes, s'il y a une crise nécessitant une intervention militaire, vous devrez d'abord vous défendre vous-même. L'époque où l'on pouvait déplacer des centaines de milliers, voire 1 million de soldats à travers l'Atlantique est révolue. Nous n'y arriverions jamais. La technologie ne le permettrait pas. Tous les transports de troupes et avions transportant hommes et matériel seraient abattus ou coulés. Nous vivons à une époque de technologie de précision. C'est impossible. Cela n'arriverait pas. Cela signifie donc que vous devez vous défendre. Et vous le pouvez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le fait est qu'il n'y a personne en Russie qui souhaite une guerre avec vous en ce moment. C'est tout simplement un mensonge. C'est tellement tragique d'entendre la direction autrement intelligente et réfléchie de la Finlande parler de se préparer à combattre les Russes. Bon sang, il n'y a aucun intérêt à cela. Ils le savent sûrement. Ils créent un ennemi qui n'existe pas. Et le danger, comme vous le savez par l'histoire, c'est que si vous continuez à insister sur l'existence d'un ennemi particulier, il y a de fortes chances qu'à la fin, vous réussissiez, il finira par apparaître. La Finlande est vraiment une tragédie. C'était une belle réussite en tant que pays neutre. Mais il m'est venu à l'esprit, à la fin des années 90, que nous étions sur la mauvaise voie. J'ai d'ailleurs rejoint l'armée en 1988 et j'y étais encore en 1999 lorsque l'OTAN a bombardé la Yougoslavie. À cette époque, je me souviens d'un certain optimisme, l'idée que l'Europe allait peut-être s'unifier ou s'éloigner de la politique des blocs. Au lieu de cela, nous nous sommes élargis et 2 semaines plus tard, nous avons commencé à bombarder la Yougoslavie.
Ça a été, oui, un réveil brutal. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les Italiens, les Grecs, je pense qu'une grande partie des Français, des Espagnols, des Portugais, ils étaient tous horrifiés par ce que nous faisions. Vous savez, vous bombardez les Serbes, pourquoi? Sauver les Albanais? L'État albanais, du crime organisé qui s'est répandu dans toute l'Europe, qui contrôlait la prostitution de Stockholm jusqu'en Sicile. Je veux dire, les gens étaient horrifiés. Je me souviens d'un Italien, je crois que c'était le ministre italien de la Défense, qui a dit à un haut responsable de l'OTAN, « Vous ne comprenez pas? Si vous chassez les Serbes du Kosovo, nous deviendrons les Serbes de substitution. » En d'autres termes, nous devrons aller là-bas et gérer ce désastre. Il n'y avait aucun moyen, personne n'écoutait. Et ceux qui étaient les plus enthousiastes à l'idée d'intervenir contre les Serbes, c'étaient les Norvégiens. Je me souviens de cela. La Norvège. Mon Dieu, eh bien, c'est facile. Vous êtes là-haut en Norvège, et si vous êtes italien ou grec, vous dites, eh bien, allez au diable. Vous n'avez pas à vivre avec les conséquences. Nous devons vivre avec les conséquences. C'est pour cela que l'OTAN ne survivra pas. De nouvelles structures vont émerger. Les pays vont s'unir en l'absence de cette monstruosité qu'est l'OTAN. Elle disparaîtra. Et vous verrez de nouveaux arrangements sécuritaires qui seront fondés sur ce que les gens considèrent comme réel, non pas imaginaire, et sur des affinités culturelles. Cela va arriver. Donc pour répondre à votre question, l'OTAN, c'est fini. Ce n'est plus un mort en sursis, c'est un mort qui reste debout. Quelqu'un devra venir le pousser et il tombera. Ce sera la fin. Eh bien, ma dernière question portait sur ce que vous pensez qu'il arrive à nos sociétés. Parce que nous n'avons pas seulement épuisé tout notre équipement militaire et mis à mal nos économies, mais il se passe aussi quelque chose d'assez laid, à mon avis, dans la société. Appelons cela une descente dans la folie. Il y a 3 ans, il restait encore une certaine prudence. Mais aujourd'hui, nous avons assisté à une escalade progressive et après 3 ans à justifier continuellement toutes les attaques, tout ce que Zelensky pouvait faire, nous sommes passés de l'obligation de justifier la guerre à la criminalisation de la diplomatie. Et pour être honnête, je ne reconnais plus vraiment ma société. Je ne l'apprécie plus beaucoup non plus, pour être franc. Et bien sûr, le summum de cette folie a été atteint avec cette attaque contre les bombardiers nucléaires russes. J'aurais aimé voir certains médias et politiciens se réveiller, plus ou moins, et dire « Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Allons-nous vraiment risquer une guerre nucléaire avec les Russes? Sommes-nous en train d'attaquer leurs forces de dissuasion nucléaire? » Au lieu de cela, il y avait presque une ambiance de célébration unanime parmi les politiciens et les médias. Tout le monde se pliait en 4 pour expliquer que c'était parfaitement légitime et que toute personne qui critiquait cela devait être regardée avec la plus grande suspicion et voir ses comptes bancaires vérifiés pour des roubles. C'est vraiment de la pure folie. Pourtant, c'est leur force de dissuasion nucléaire que nous attaquons. Je veux dire, comment expliquer cet état d'esprit? Qu'est-ce qui a autant changé? Parce qu'il n'était pas comme ça il y a 3 ans. La Norvège est dans une position unique. La Norvège dispose d'un formidable fonds souverain national. La Norvège a récemment découvert l'un des plus grands gisements de terres rares au monde, certainement en Europe. Elle trouve également du lithium en grande quantité, ainsi que d'autres minéraux. Donc la Norvège se trouve en réalité dans une position économique très forte, quoi qu'il en soit. Et on se demande pourquoi, dans ces circonstances, il y a ce genre de bellicosité qui s'est développée, cette haine débridée des Russes et de tout ce qui est russe. Je pense que les gens d'Europe du Nord en particulier, je vais être franc avec vous, sont beaucoup trop enclins à croire tout ce que leur gouvernement leur dise. Vous savez, j'ai observé cela au fil des années. On m'a parfois demandé,
Eh bien, les Allemands sont des gens très intelligents. Comment ont-ils pu tomber dans le piège d'Hitler? Eh bien, c'est une autre question. Il y avait de très bonnes raisons pour lesquelles il est arrivé au pouvoir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait une volonté de croire en lui jusqu'au bout, dans de nombreux cas. Et la question c'est, à un moment donné, ne se réveille-t-on pas en se disant « Attendez une minute. Jusqu'ici ça allait, mais maintenant c'est de la folie. » Je ne vois pas cela arriver très souvent en Europe en général, mais particulièrement en Europe du Nord, ce qui me déçoit énormément. Je pense qu'il y a un état d'esprit plus large, qui a perdu de vue la guerre, et ce qu'est vraiment la guerre. La guerre n'est pas un jeu. La guerre n'est pas quelque chose qui n'arrive que sur le sol des autres. La guerre, ce n'est pas seulement des étrangers qui meurent pendant que vous restez en vie. Je parle souvent à des jeunes hommes qui aspirent à entrer à West Point, et ils me demandent « Que devrais-je faire? Que devrais-je lire ?» Et je leur dis « Lisez ce livre. Il est de Guy Saget, un Français, et il s'appelle « Le soldat oublié ». Lisez-le. Il y décrit près de 3 ans de service sur le front de l'Est au sein de la Wehrmacht et ce qu'il a vécu. Je dis, si vous voulez comprendre ce qu'est vraiment la guerre, si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, dans l'Est de l'Ukraine, lisez ce livre. Et les gens ne font pas cela. Ils se font donc une sorte de fausse idée. Et la plus grande fausse idée, c'est que l'OTAN est invulnérable, invincible et supérieur en tout point à tout le reste. Ce n'est pas le cas. S'il y a une chose que les Russes ont démontrée, c'est le sérieux avec lequel ils abordent la puissance militaire et la sécurité de leur pays. Cela devrait être pris très au sérieux en Occident. Ce n'est pas le cas. Et l'Occident ferait bien d'imiter les Russes et d'examiner ses propres capacités. Ont-ils une base scientifique et industrielle capable de fabriquer l'équipement nécessaire? Maintiennent-ils des forces terrestres efficaces? Toutes ces absurdités de petites filles qui courent dans les forces armées, dans des unités qui étaient autrefois, dans tout environnement militaire sérieux, exclusivement masculine, c'est un bon exemple de stupidité et d'aveuglement. Qui essayons-nous de tromper? Si je regarde les forces que nous avons aujourd'hui dans l'OTAN, et j'inclus les États-Unis, la discipline est épouvantable. Elle est faible. Elle ne tiendra pas face au feu. Et c'est ça le problème. La discipline dans l'armée russe est excellente. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. Et ils ont construit une très bonne force. Nous devons réfléchir à ce que nous devons faire pour bâtir des forces efficaces. Sinon, nous nous berçons d'illusions et nous courons à la catastrophe. Je constate tout de même un certain changement générationnel. La génération plus âgée, les diplomates qui se souviennent du monde d'avant le moment unipolaire, semblent davantage reconnaître qu'il est bon de prendre en compte les préoccupations sécuritaires de l'adversaire, que ce n'est pas un acte de trahison, et ils semblent avoir plus de respect pour la menace de la guerre. Je pense que les nouveaux responsables politiques arrivés au cours des 30 dernières années considèrent cela plus ou moins comme un jeu vidéo. Et comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se passe dans d'autres pays et dont nous sommes protégés. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que les guerres futures arriveront aussi ici. Mais les gens ont tendance à apprendre à leurs dépens. J'espère que non, mais il faut faire preuve de sobriété. Et en ce moment, les gens sont ivres d'illusions. Et cette illusion, c'est que nous sommes d'une certaine manière plus grands, meilleurs, plus forts, plus intelligents. Ce n'est pas le cas. Nous devons accepter cette réalité, sinon un avenir très très difficile nous attend. Le bon sens, ou du moins la raison, est, je pense, un problème central dans ce conflit. Donc oui, colonel McGregor, comme toujours, merci beaucoup pour votre temps
Je vous en suis toujours reconnaissant, tout comme tous les auditeurs. Merci encore. Bien sûr, merci Glenn. Bye bye.